On peut imaginer un algorithme un peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire que ça va être une suite d'instructions. Et donc, on peut très vite s'imaginer que, du coup, un algorithme, ça peut être, comme toute recette de cuisine, appliqué à plein de choses diverses. Et donc, dans le monde du travail, on va pouvoir en rencontrer à différents moments. Typiquement, si on veut, par exemple, trier des CV et donc voir quel CV va être meilleur qu'un autre de façon un peu plus automatique, on peut imaginer des algorithmes pour suivre la progression de carrière des employés. Ça, c'est simplement, on va dire, pour toutes les entreprises. Ensuite, dans chaque secteur d'activité, on pourra avoir des algorithmes qui vont aller, on va dire, d'aider à analyser des données, à même créer des nouvelles choses. Donc, ça peut être extrêmement varié. On partirait du principe déjà de dire qu'il y a peu de femmes dans le numérique. Donc, on est à peu près à 12% si on exclut ce qu'on appelle les fonctions support, qui ne sont au final pas les fonctions de développement. Donc, très, très peu de femmes. Et donc, en quoi ça peut avoir des conséquences? Eh bien, tout d'abord, il y a des études qui ont démontré que quand on a une équipe plus mixte, on va plus prendre en compte les questions, on va dire, de mixité. Et donc, à contrario, ça voudrait dire que quand on a une équipe très peu mixte, on ne va que peu les prendre en compte. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va impacter quel type de produit on va faire. Je m'explique. Il y a dans beaucoup d'outils qui ont été développés récemment, c'était typiquement la reconnaissance faciale. Donc, par exemple, pour débloquer son téléphone. Et il y a eu des travaux de Joy Bolawini au MIT qui, au final, s'intéressaient à démontrer que ces algorithmes fonctionnaient beaucoup moins bien pour des femmes noires que pour des hommes blancs. Et on peut bien s'imaginer de comment cela fonctionne. On code son programme, il y a une équipe. Qu'est-ce qu'on fait? On la teste sur soi. Et tout d'un coup, en fait, en la testant sur soi, si on n'est que des hommes blancs, bizarrement, ça va très bien marcher. Mais on n'a pas testé sur des personnes autour de soi qui, au final, pour qui ça marcherait moins bien. Et donc, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a un souci. Ce souci vient en fait de la sous-représentation dans les bases de données de femmes noires comparées aux hommes blancs qui sont surreprésentés. Et donc, les algorithmes vont juste être plus entraînés et arriver à mieux détecter ce type de choses. Donc, on voit bien là qu'il y a un lien entre, in fine, la composition des équipes qui vont développer un certain nombre de produits et les produits en eux-mêmes. Et donc ça, c'est assez important parce que dans ce cadre-là, ça veut dire qu'au final, plus les femmes vont investir ce champ, et pas que les femmes, mais toutes sortes de diversité, plus au final, on va avoir des chances d'avoir des gens qui vont repérer assez tôt dans la conception qu'il y a un problème. Une autre chose, c'est carrément d'imaginer tout un nouveau type de produit. C'est-à-dire qu'il y a des usages qui sont majoritairement féminins. Alors, je sais pas, alors, donc ça existe maintenant, mais disons une application pour suivre les cycles menstruels qui serait du numérique. Bon, et voilà, c'est quelque chose qui va être plus féminin et qui du coup souvent sont portés en fait par des femmes parce que c'est des problèmes auxquels les femmes vont faire face et pas forcément les hommes. Donc on va dire qu'ils vont beaucoup plus penser à des nouvelles solutions, de nouveaux types de produits. Donc on voit qu'aussi bien dans le type de solution qui peut être imaginé, le type de produit, il peut y avoir un effet de la composition des équipes et aussi dans la façon dont des produits qui là vont toucher tout le monde, eh bien est-ce qu'on peut au final avoir des produits qui vont être adaptés non pas à une norme définie et moins adaptés à d'autres personnes, mais adaptés à un maximum de personnes. Alors, donc dans le livre que j'ai coécrit avec Flora Vincent, on identifie en fait plusieurs étapes à partir desquelles il peut y avoir l'introduction de biais. Et du coup, ces différentes étapes correspondent à différentes étapes de la conception des algorithmes. La première étape, ça va être en fait de transcrire un problème, d'accord, en un langage mathématique. Et l'exemple qui peut être très parlant, c'est de dire, voilà, je dirige un programme à l'université, j'ai envie de recruter les meilleurs étudiants et étudiantes. Donc ça, c'est mon problème. Maintenant, la question, c'est comment je transforme ça en un algorithme qui va m'analyser 10 000 CV. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est quoi être le meilleur ou la meilleure? Est-ce que c'est avoir les meilleures notes partout? Est-ce que c'est avoir les meilleures notes en moyenne? Est-ce que c'est avoir les meilleures notes dans une discipline particulière? Est-ce que c'est d'avoir eu la meilleure progression au cours de l'année scolaire?
Donc, on voit bien qu'en fait, ce n'est pas du tout évident. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du choix mathématique qu'on va faire, eh bien, il y aura des conséquences sur le type de personnes qu'on va sélectionner. Et typiquement, il peut y avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'on va plus sélectionner des hommes ou des femmes, ou par exemple des boursiers ou des non-boursiers. Et il y a eu un travail très intéressant autour justement du recrutement à Sciences Po Bordeaux, si je ne m'abuse, autour de ces questions-là, de voir que simplement en changeant un tout petit peu les critères d'évaluation, on changeait quel type de personnes, notamment si on est des boursiers ou des non-boursiers, qu'on allait pouvoir recruter. Donc ça, c'est la première étape dans laquelle on peut avoir des biais. La seconde étape, c'est qu'une fois qu'on a défini qu'un algorithme va sélectionner la meilleure moyenne, on va l'entraîner. D'accord ? On va l'entraîner à reconnaître ce qu'il faut. Et cela, ça passe notamment pour l'entraîner, si on parle d'algorithmes de machine learning, donc ce sont des algorithmes qui vont apprendre. On va l'entraîner sur une base de données. Donc, il faut un peu l'imaginer comme un corpus de texte. Disons, prenons l'exemple d'un logiciel de traduction, donc comme Google Translate. Voilà. Eh bien, on va lui donner des textes et des textes traduits. Et on voit une correspondance. D'accord ? Ou pour un logiciel de reconnaissance faciale, on va lui donner des banques de photos et on va lui dire ça c'est un visage, ça c'est pas un visage, etc. Et donc, en fait, le problème, c'est que si ces bases de données sont biaisées, typiquement pour une base de données d'images, si au final j'ai 90% des images de visages qui sont des visages d'hommes blancs et 2% de femmes noires, eh bien l'algorithme va être très 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 fort à, on va dire, analyser et être capable de savoir que c'est un visage d'homme blanc quand on va avoir un homme blanc et aura beaucoup plus de mal pour un visage de femme noire. Et ça s'applique à énormément de types d'algorithmes où les bases de données sont biaisées. Et du coup, pour ces deux premières étapes en termes de solution, la solution, c'est déjà d'avoir en tête que ces problématiques existent. Et ensuite, on peut essayer justement de se poser la question quand on va regarder le problème et essayer on va dire, de l'expliquer sous forme mathématique, de voir s'il y a un impact. C'est-à-dire, si je fais ce critère, en fait, je me rends compte que j'ai ce type de personne que je vais sélectionner ou ce type autre. Donc, regardez à la fin ce que ça donne. Pour les bases de données, on peut essayer de faire des bases de données équitables. Et ensuite, dans les deux cas, et ça, en fait, ça s'applique de façon partout, tester son algorithme sur différents types de populations. Se dire, j'ai ma base de données sur laquelle je vais entraîner mon algorithme. Ce que je peux faire maintenant, c'est aussi avoir une base de données avec que des visages d'hommes blancs, que des visages de femmes noires et que des visages, on va dire, de femmes blanches, enfin, ou autres, et voir quelle va être la performance sur chacun de ces sets de données. Et l'objectif, ça va être que ce soit égal. Ça veut sûrement dire que je serais sûrement moins bon à détecter les visages d'hommes blancs que si il y avait 100% d'hommes blancs, etc. Mais du coup, ça, c'est des choix. La troisième étape, ça va être, on va dire, l'optimisation. C'est des concepts avec lesquels on est maintenant beaucoup plus familier, je pense, post-pandémie, enfin dans la pandémie. C'est les concepts de faux positifs et faux négatifs. Un algorithme ne va jamais être parfait, d'accord, à détecter ce qu'on lui demande de détecter, ou il va faire des erreurs. Et du coup, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut avoir, à chaque fois, être sûr qu'on détecte ce qu'on veut détecter, mais au risque de détecter des faux positifs, ou au contraire, se dire, on ne veut jamais avoir de faux positifs, mais potentiellement, on va détecter un peu moins. Et ça va vraiment dépendre des cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de temps en temps, pourquoi on voudrait, par exemple, jamais détecter de faux positifs ? Peut-être que le nombre de faux positifs va complètement être biaisé pour un type de population. Et donc, dans ce cas-là, on introduit un biais. Et la dernière aspect de ce problème, c'est ce qu'on appelle la réutilisation du code, c'est-à-dire qu'en fait, la façon dont on construit des algorithmes, c'est souvent en réutilisant le code de quelqu'un d'autre. Et des codes qui sont disponibles ou des bases de données qui sont disponibles. Et ceux-là peuvent en fait être biaisés. Et du coup, on a un peu un cercle vicieux sur le fait de réutiliser des choses où même nous, on ne va pas introduire un biais, mais ce biais existe déjà, et comme on le réutilise, ça fait cela. Si maintenant on s'imagine qu'on peut faire des bases de données non biaisées, qui seront ensuite utilisées, on se rend compte alors qu'en changeant une base de données, on peut en fait avoir un effet démultiplié qui sera alors un cercle vertueux. Mais dans tous les cas, on peut agir à chacune de, on va dire, de ces étapes et être capable en fait d'amener un certain nombre de solutions. C'est pas forcément, ça marche pas 100% à chaque fois, mais a posteriori, on peut ensuite contrôler quel est l'effet sur différentes populations et là se dire ok,
est-ce que j'ai un algorithme équitable? Et sachant que la question de qu'est-ce qu'un algorithme équitable n'est pas du tout évidente, parce que en fait, ça peut vouloir dire plein de choses et ça va être très spécifique en fonction des situations. Donc sur l'algorithme équitable, ce que je peux expliquer, c'est qu'il y a un travail très intéressant qui est arrivé suite à une étude notamment autour d'un programme qui s'appelle Compass, un programme américain qui, au final, voulait aider les juges à décider si un prisonnier pouvait, au final, la sentence d'un prisonnier. Et l'idée, c'était, ce programme, décider d'un score de potentielle récidive. Donc, il disait, en fonction de ce que la personne a avant, est-ce que cette personne a des chances de récidiver? Et ce qui s'est passé dans ce programme, c'est que à la fin, du programme, il y avait beaucoup au final, personnes qui avaient un haut score de récidive, alors qu'a priori, on n'aurait pas compris pourquoi ils l'auraient. Et la majorité de ces personnes étaient noires. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est sorti, il y a eu un article par ProPublica qui disait c'est scandaleux, il y a 2 fois plus de personnes accusées à tort d'avoir un haut score à tort que noires que blanches. Et en fait, ce qu'a expliqué la compagnie qui avait développé l'algorithme, c'est qu'en fait, eux, ils trouvaient que leur algorithme était équitable parce que quand on était noir ou quand on était blanc, on avait la même chance au final d'avoir un faux positif, c'est-à-dire d'avoir un score élevé de récidive alors qu'on n'aurait pas dû. Mais comme au début, la population de départ sur laquelle s'appliquait cet algorithme n'était pas la même, c'est-à-dire qu'il y avait 2 fois plus de noirs que de blancs, et bien à la fin, on se retrouvait avec 2 fois plus de noirs que de blancs. Et du coup, la question était, qu'est-ce qui compte? C'est que chacun ait les mêmes chances ou c'est qu'à la fin, de facto, on a 2 fois plus de personnes noires qui sont, on va dire, accusées à tort d'avoir un haut score de récidive? Eh bien, je pense que ça dépend des gens et ce n'est pas du tout une question évidente. Et en fait, ça a mené à beaucoup de recherches dans ce domaine. Et il y a notamment un professeur à Princeton qui s'appelle Arvind Narayanan qui donne un séminaire qui s'appelle 21 définitions mathématiques de l'équité. Et ce côté 21, c'est un chiffre comme un autre, mais en fait, il y en a peut-être une infinité. Et en fait, ces définitions de l'équité ne sont absolument pas mathématiques, mais vont bien sûr faire appel à de la philosophie, de la politique, etc. Et du coup, on est sur un champ interdisciplinaire qui est absolument passionnant et qui va potentiellement être différent et avoir différentes réponses pour différents types d'algorithmes.